Ah, comme la neige est tombée. Je suis comme du givre. Ah, oubliez ça. J'aurais voulu être poète, mais c'est beaucoup trop difficile pour moi. Par contre, je connais quelqu'un qui est vraiment un très bon poète, M. Jean Désy, qui est également médecin et philosophe. Nous vous le présentons. M. Désy est un citoyen du monde. Vous avez visité le Québec de fond en comble, on pourrait dire. Vous avez demeuré plus d'une dizaine d'années, je crois, à l'île d'Orléans. Qu'est-ce qui vous a touché à l'île d'Orléans? Qu'est-ce qui vous a amené à vous installer à l'île? J'aime beaucoup cette question-là parce que j'ai vécu à l'île. J'ai aimé profondément aller sur l'île. À toutes les fois que je traversais le pont puis j'arrivais à l'île, 100% du temps, je me disais « Wow, c'est beau ». Quel que soit mon état d'être, j'ai toujours trouvé ça plus beau qu'ailleurs. Et j'ai dû quitter l'île pour des raisons techniques parce que, en tout cas, j'avais des problèmes de bruit. Je suis venu ici dans le bois, mais je continue à aller à l'île d'Orléans le plus souvent possible à pied, particulièrement à la pointe d'Argentenay. L'hiver sur les glaces à Sainte-Pétronée, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup marcher sur les glaces, moi. Mais autour de l'île, pendant l'hiver, en janvier, février, mars, c'est un lieu extraordinaire, puis collé sur Québec, puis collé sur Sainte-Brigitte. Puis c'est ce qui m'a touché et ce qui continue à me toucher, c'est comme, c'est presque un cliché, là, mais c'est un bijou à côté de Québec, au milieu du fleuve. Puis j'ai envie d'ajouter, près de la mer. Quand on quitte Sainte-Pétronée, qui est vraiment qui est en face de Québec, où là, il y a un fleuve, puis il y a des bateaux, puis qu'on se dirige vers l'est, bien là, plus on va vers l'est, plus on arrive à la pointe d'Argentenay, plus on fait face à la mer. L'eau devient salée, pas extrêmement. Il y a le Cap Tourmente, il y a des îles, puis là, tout à coup, là, on sent là, que c'est de là qu'on pourrait partir en voilier pour s'en aller en Normandie. C'est aussi fou que ça. Le sentiment de grandiosité, d'espace, puis j'ai vécu sur la Côte-Nord. J'aime profondément la Côte-Nord. Je connais moins la Gaspésie, mais j'y ai été souvent aussi. C'est que quand tu es à l'île, tu es comme au début d'un Québec maritime puissant qui a déjà été habité beaucoup plus par les bateaux, qui est habité par quelques voiliers. Là. C'est que, puis, moi, j'aime ça faire du kayak de mer, mais particulièrement l'hiver, à travers les glaces, en janvier, février, là, quand il n'y a pas trop de mer. Puis après ça, j'ai un bateau, moi, les Caïens d'Havre-Saint-Pierre appellent ça un speeder. Là. C'est une barque avec un moteur hors bord. C'est que me promener, je mets toujours mon bateau à l'eau à l'île, à Saint-Laurent. C'est que faire le tour de l'île, dimanche passé, moi, je faisais le tour de l'île avec 2 amis. C'est comme un cadeau parce qu'il y a comme une captation de ce qu'est l'île, mais de la mer. C'est absolument différent que de marcher ou de faire la route en auto. Puis on a d'autant plus le sentiment d'avoir un trésor dans le fleuve, puis avec en particulier les Laurentides derrière. Il y a comme un paysage sur paysage, là, puis quand on est du côté nord de l'île, bien là, il y a l'immense montagne où tout le monde fait du ski. Là. Je sais, c'est quoi cette affaire-là? Puis après ça, des outardes, des oies blanches. En parler me fait grand plaisir parce que voici un lieu privilégié qui devrait demeurer privilégié, puis qui est miraculeusement resté beau. Malgré les constructions, malgré les habitations, c'est pas vierge, mais il y a un amour. Ce que je peux dire, c'est quand je vais là, depuis 20 ans, 25 ans, on sent un amour profond de la part des insulaires et de ceux qui y passent pour un lieu précis, l'île d'Orléans. Puis cet amour-là, ben là, c'est un amour, tu sais, ça vaut la peine d'en parler, qui me semble avoir été mis en forme par Félix Leclerc. Félix Leclerc a fait une œuvre plus vaste que seulement parler de l'île, mais Félix Leclerc parle de l'île. 42 000 de choses tranquilles, c'est quand même Félix Leclerc. Puis mon sentiment, là, ça a l'air ésotérique, c'est que une partie de l'âme de Félix Leclerc habite encore l'île. Je pense que l'île profite d'une espèce d'aura Félix Leclerc, et ça contribue à la puissante beauté de l'île. Et là, j'ai tellement fait de promenades sur les berges, sur des kilomètres. Là. C'est drôle, hein? J'ai une amie qui m'a proposé ça il y a 1 an, je ne l'ai pas encore vécu, mais l'idée que je veux faire, je veux vivre ça, c'est de faire le tour de l'île à pied. 42 000 à pied, par les plages, par les rives. Ah, vraiment, directement? Oh, oui, puis en couchant une fois quelque part dans une auberge, mais ça en prendrait 2 jours, là. C'est 70 km. En bateau, avec un moteur hors bord, ça prend 3 heures, là, mais à pied. Mais je pense que... Puis donc, puis après ça, les différences de paysage
des différences selon les villages aussi, sont quand même extraordinaires. Puis après ça, on ne se doute pas que quand on monte au milieu de l'île, là, par la route du mi-temps, là, je veux dire, ça monte. Puis après ça, il y a une espèce de... la nature est d'une richesse extrêmement importante pour les cultivateurs. Puis c'est une nature qui est très différente de ce qui se passe à quelques kilomètres sur la rive nord, sur la côte de Beaupré. Puis c'est une nature qui n'est pas la même de ce qui se passe sur la rive sud, à Montmagny. Vraiment particulier à l'île. Particulier à l'île. Ça me semble être un microclimat particulier. Moi, je me souviens de fin mars et de mois d'avril sur l'île où me dire « Wow, c'est quoi cette affaire-là? » Puis dès que je traversais le pont, j'arrivais à Québec ou que j'allais ailleurs, c'était pas pareil. Okay. Voici un lieu béni au point de vue climatique, je crois. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus de votre séjour directement? Vous y retournez, mais quand vous étiez là, c'est ces moments-là que vous disiez... En fait, je suis obligé de dire que c'est pas tellement des rencontres avec des humains. En fait, j'ai des amis qui venaient, j'avais une clinique médicale, mais je travaillais dans le Nord. Mais ce qui me marquait, et ce qui me marque encore, c'est le fait qu'il y ait des humains qui ont habité une île aux richesses naturelles, mais paysagées majeures, et que c'est beau. Et que ça m'émeut, moi, dans mon pays, de dire « Wow, mon pays peut être beau ». Pas juste à cause des... J'ai passé ma vie dans le Moyen-Nord, là, c'est la Côte-Nord, il y a des épinettes, là. Je trouve ça beau. C'est plus difficile d'aimer une espèce d'immense forêt d'épinettes noires, là. Okay. Ça s'appelle... c'est assez ténébreux parfois. Mais l'île, c'est beau. C'est que finalement, c'est tout ce qui ça dévoile de poétique, l'île. Lié à la beauté, lié aux gens, lié à l'histoire, lié au fleuve, lié à la mer, puis lié aussi à Félix. C'est impossible de parler de l'île, à mon sens, sans nommer Félix Leclerc avec ce qu'il a apporté. Pour moi, c'est un des grands poètes du Québec, pas juste contemporain, c'est un des grands poètes du Québec qui est mort, mais qui n'est pas mort. Sa parole vit peut-être... j'ose penser, j'ose croire, c'est un peu naïf, que sa parole devrait vivre plus que jamais. Donc, l'île, en étant sur tout ce que vous dites, tout ce que ça apporte au niveau spirituel, on pourrait dire. Oui, spirituel, de ce côté-là. Oui. Est-ce que ça vous a inspiré des œuvres? Parce que vous êtes poète, vous avez écrit aussi des livres. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont venus de l'île ou par la bande, on pourrait dire? Bien, en fait, je n'ai pas écrit de texte très, très important, là, comme un essai ou une histoire ou un roman ou des nouvelles, beaucoup qui se passent à l'île. Ce qui a été important pour moi, c'est sa poésie. Puis depuis 1 an ou 2, là, grâce à Facebook, j'ai publié beaucoup de poèmes qui sont souvent des premiers jets, mais j'ai beaucoup publié de poèmes avec des photos, puis il y en a beaucoup qui ont été faites de mes sorties à l'île, inspirées par l'île, par les canards, par les bernaches, par le fleuve, par les marées. L'estran qu'il y a à la pointe d'Argentenay est hallucinant. C'est que là, j'ai écrit plus de poésie. Puis il y a quelques textes qui ont été publiés, mais j'ai pas... Mais moi, en fait, l'univers de la littérature dans lequel j'ai plongé depuis maintenant 25 ans, c'est un univers qui est plus nordique, nord-côtier, lié à l'autochtonie, au Grand Nord, au monde inuit, puis à des expéditions. Comme j'ai traversé la mer en voilier, c'est pour moi, j'étais pas le capitaine, là. Okay. Un jour, en 94, c'est un moment important de ma vie parce que j'ai passé un mois sur un petit voilier de 33 pieds, là, l'Allegria, puis le capitaine était Pierre Vallée. Puis je dis ça parce qu'on est parti quand même de la marina de Sillery, mais passer le long de l'île d'Orléans, c'était le début du voyage, puis c'était pas anodin. C'était déjà le début d'une immense beauté. Puis après ça, de continuer dans le Golfe, puis d'arriver à Saint-Pierre-et-Miquelon. Puis après ça, il y avait toutes les îles de Montmagny. Mais le monde des îles sur notre fleuve est quand même quelque chose qui vaut la peine d'être dit, parce que c'est, je me répète là, un vrai trésor. Puis je ne sais pas jusqu'à quel point on s'en rend compte assez. Vous avez fait aussi une collaboration justement avec, je crois, durant l'été, vous avez amené quelqu'un tourner une vidéo, je crois. Oui, bien en fait, depuis plusieurs années, ce qui m'anime, ce qui me rend fou de joie, c'est de faire des soirées de poésie. J'ai quelques shows de poésie, un qui s'appelle « Au Nord, mon amour » avec une violoncelliste remarquable, Marie-Lou Cotinet, puis une chanteuse, Julie Rousseau, une jeune chanteuse qui a 31 ans. Mais là, on a un autre spectacle qui a été, sur lequel on travaille depuis 1 an, qui s'appelle « Songe nomade ». Puis c'est un de mes amis, un de mes grands amis, un guitariste, qui a créé une dizaine de chansons à partir de mes poèmes. Puis j'ai Julie Rousseau, la chanteuse, puis aussi Nadia Delille,
pianiste, accordéoniste. C'est qu'avec une amie, Geneviève Allard, on est allé tourner à la Pointe d'Argentin un jour de tempête au mois de juillet. Un clip qui s'appelle Chant nomade. Un jour, je ne me lèverai pas de mon lit, mais je partirai en kayak sur le pied Kouagami, une traversée de bord en bord fin octobre. Puis je frotterai mes bottes de marche pour une randonnée entre Paris et le Baïkal. 10 000 kilomètres avec des genoux vivants pour aller me faire chauffer un thé inuit dans une cabane de trappeurs sibériens. Puis ce sera la Patagonie et ses glaciers qui veillent dans les courants du Cap Horn. Je connais une fille argentine qui voudra m'héberger dans son camp. Puis après une prière d'amour aux étoiles, je filerai vers le Svalbard et le fier nord des fjords cachés avant de pousser une pointe jusque dans la toundra des Néniettes. Un jour, je ne me lèverai plus de mon lit, car je serai constamment en marche entre Alpha du Centaure et Andromède, avec mes amis Inuits et Maoris, Innu, Cris et Néniettes. Tous ensemble, nous jubilerons sous les aurores de l'extrême nord, comme du sud antarctique, propulsés vers une autre vie qui sera pour nous une plus que vie. J'en parle avec enthousiasme, là, puis avec plus de poéticité que de rigueur scientifique, là, mais être à l'île d'Orléans, mais surtout sur la pointe Est, c'est quelque part participer à notre nord québécois, à notre côte nord, puis au monde nordique québécois, même à ce qui se passe au Nunavik, le long des côtes de la baie d'Ungava. Dans ce clip-là, en tout cas, ce qu'on ressent, c'est wow! C'est quoi cette espèce de force marine, de force... Comment ça fait que la mer est ici présente, là? Qui a ce sentiment quand il vit à Québec ou à Charlebourg ou à Lévis, qui est sur le bord de la mer? Aussi près que ça, comme vous dites. Oui, c'est pas la mer de la Gaspésie, c'est pas la mer de Maria, là, mais c'est quand même, on est quand même extraordinairement gâtés d'avoir un rapport si perceptible avec l'océan. Est-ce qu'il y a quelque chose, une œuvre qui vous a particulièrement touché ou que vous avez apprécié le plus, ou c'est difficile pour vous d'en définir une? Bien, moi, je pense que j'ai écrit beaucoup. Il y a des affaires qui sont bonnes, des affaires moins bonnes, mais ce que je retiens, ce dont je suis fier, puis dont je me sers encore, c'est un des premiers recueils de poésie écrits il y a quand même presque 30 ans, qui s'appelait Au Nord, mon amour. Okay. C'est mon premier contact avec le Grand Nord, et j'y exprime mes sentiments, comme ma joie, comme ma stupeur d'arriver dans un espace qui est la toundra. Puis j'en parle souvent parce que ce recueil-là exprime ce que j'ai éprouvé. Et mon sentiment, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai senti que mon âme pouvait voler. Un beau mallard mâle sur l'estran de la Pointe d'Argentenay, par un doux après-midi de printemps, est venu jaser avec moi. Oh, simplement 2 minutes. Il m'a parlé de sa compagne qu'il allait bientôt rejoindre pour le temps des amours sur la pointe de l'île aux Ruaux. Il m'a fait comme une courbette en jouant avec son reflet, comme pour illustrer un cœur, le cœur des oiseaux sauvages qui aiment atterrir dans le pays et qui palpitent de compassion pour nous, les humains. Bien que nous soyons, à leur avis, de beaux grands maganeurs de planètes et d'environnement. Le mallard, quasiment collé sur moi, m'a dit, avant de s'envoler, « Fais le message dessus de ta race que ce fleuve que vous nommez Saint-Laurent fait partie des trésors de la terre. » Puis, le mallard a battu des ailes en me faisant un clin d'œil. Et alors qu'il me survolait, il a canconné tout haut. « C'est la poésie. C'est seulement la poésie qui permet de voler. » Les éléments grands nordiques qui existent à l'île continuent à m'émouvoir. C'est que
Est-ce que mon âme a autant volé un jour à la pointe d'Argentine qu'elle a volé quand je suis arrivé dans la toundra la première fois le 2 janvier 90? Peut-être pas. Dans votre métier, qu'est-ce que vous préférez le plus? Je vois que vous avez une passion quand vous parlez autant de donner vos cours, quand vous écrivez. Qu'est-ce qui, justement, là, vous préférez le plus du métier d'artiste? Dans mon métier d'artiste, de poète? Oui. En fait, j'aime bien votre question parce que quand j'enseigne, j'essaie d'être le plus poète possible. J'aime ça comme un fou enseigner pour des raisons de vocation. C'est ma vocation si je dois être en société. Poète tout seul, à travailler pendant 3 ans sur un recueil de poésie, tout seul, dans le confinement total, ça, je ne serais pas capable avec mes défauts et mes qualités. C'est que finalement, ce que j'aime le plus, c'est de participer à la joie, de me mettre en joie, de savoir qu'on peut communier dans une réelle joie grâce à l'art. Mon art, à moi, c'est la poésie. Je ne suis pas musicien. Je pense que si ma mère avait forcé un peu, puis j'avais pu apprendre le piano quand j'avais 5 ans, ben, je pense que c'est l'art des arts, pour moi, la musique. Là, mais, Puis après ça, il y a des éléments musicaux en poésie. Mais finalement, c'est cette espèce d'immense possibilité que la vie nous permet, si on veut jouer le jeu, d'être en état de poéticité grâce à des étudiants qui sont là, qui s'inscrivent. Là. Moi, il y a ceux qui... Pourquoi ils font ça? Là? Je veux dire, c'est un cours optionnel. Là. Ils font tout ça. Ils veulent se faire suivre. Là. Ils écrivent, ils lisent. Puis il y a un spectacle, une mise en forme, une rencontre de poésie. Là. Comme ici, dans cette maison-là, moi, depuis 28 ans, j'enseigne en littérature. Ben, ça fait 19 ans en littérature. Puis en médecine, ça fait 26 ans. Mais en littérature, à chaque session, je saute 3 cours. Puis j'invite mes étudiants à venir ici toute la journée, de 1h à 9h. On va marcher sur le bord de la rivière Montmorency. Il faut se donner de la misère. Il y a tout le temps de la neige au mois d'avril et au mois de novembre. Mais l'idée, c'est de participer ensemble avec harmonie puis joie à quelque chose qui s'appelle, ben là, comme les dernières fois qu'on est venu ici, c'est autour du Petit Prince de Saint-Exupéry. Mais réfléchir à 15, quand tu as 20 ans, autour de ce conte-là qui est un pur chef-d'œuvre, c'est pas rien. Puis on se dit, ben voyons, c'est un peu simplet, le Petit Prince. Ben non. Parce que les étudiants sortent de cette magie. C'est ça qui m'anime le plus. Mais évidemment, moi, j'ai une autre flèche à mon arc. Là, ben, le fait d'être médecin, ça a été plus dur dans ma vie parce que le contact avec la médecine, ça m'a mis en contact avec la mort et la souffrance. Et ça, je dois jongler avec ça. Moi, ce que je dis ces années-ci, parce que ça fait 42 ans que je pratique, c'est le Nord et le monde autochtone qui a sauvé ma vie médicale. J'ai pu rester en équilibre grâce à un univers qui, lui, où la pratique médicale n'a rien à voir avec ce que ça se fait dans le Sud. Parce que je suis en dispensaire, parce que mes collègues sont des infirmières, des infirmiers, puis parce qu'aussi l'univers autochtone, Innu, Cri ou Inuit, c'est les 3 univers que je connais bien, moi, m'a comblé. Une raison, parce que c'est des nomades, particulièrement les Inuits et les Cris. Et moi, comme je suis un nomade, mais là, comme nomade, tu viens, tu pars, tu t'en vas. Fait que tu arrives d'un village. Je me souviens d'être arrivé à West Melby, ça fait 3 ans que je n'étais pas allé là. Puis j'arrive, puis il dit « Welcome home ». Il parle anglais, là. Tu es là pour une semaine, 2 semaines, là, puis là, c'est comme... Voici l'univers nomade, voici l'esprit nomade. Ces gens-là sont tout le temps sur le chemin. C'est que moi, ils m'ont fait découvrir mon aspect nomade qui est majeur. C'est que je peux pas être heureux. Le côté artiste à ce moment-là, qui vous ont fait découvrir? C'est certain que les artistes sont souvent des nomades, pas toujours, mais c'est difficile d'être un comédien qui fait des tournées ou un musicien qui fait des tournées s'il n'y a pas un sens nomade assez développé. Mais je caricature un peu, là, mais on sent que quelqu'un qui aime son jardin, puis ses animaux, puis ses chevaux, bien là, il va y avoir de la misère quand il faut qu'il parte en tournée pendant 6 mois. C'est un débat que je trouve fascinant, moi, le débat nomade-sédentaire. Mais les Autochtones m'ont dit à moi, sans le dire, que ma fonction nomade n'était pas une fonction anormale dans un monde très sédentarisant. C'est que là-dessus, là, je peux remercier le monde autochtone. Donc, c'est comme ça que j'ai pu garder pied en médecine. Donc, il y a un côté, en regardant un peu ce que vous avez fait, en lisant aussi, il y a toujours un rapport avec le rationnel, l'irrationnel, avec lequel vous jonglez tout le temps. Bien, là, ça, c'est un autre aspect de cette espèce d'équilibre. Autant la psyché est faite d'un espace nomade et sédentaire. Il y a des gens plus sédentaires, plus nomades. La psyché est faite d'une fonction rationnelle, indubitable, dans laquelle le monde contemporain fonctionne. La technoscience est fondée sur la rationalité cartésienne.
Mais la psyché est fondée aussi sur une irrationalité qui n'est pas la folie. La fonction irrationnelle, c'est entre autres la fonction intuitive. L'intuition que ça vaudrait peut-être la peine d'aller prendre une marche au bord de la rivière, même s'il pleut, c'est une intuition. Ça vient de où? Ouais. On a-tu réfléchi pendant 4 heures, là? C'est un feeling. Puis les artistes sont souvent des êtres plus intuitifs que cartésiens, bien que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais réfléchir à quoi que ce soit. En fait, les grands artistes, comme les grands créateurs, comme les grands physiciens quantiques, sont des êtres qui sont en équilibre remarquablement harmonieux entre leurs fonctions rationnelles et irrationnelles. Il y a aussi le côté au sacré, que quand je lisais que vous avez vraiment quelque chose qui est important pour vous. Essentiel. Donc, est-ce que c'est le côté du sacré, est-ce que c'est le côté de la nature qui amène ce côté-là chez vous? Est-ce que c'est les gens? Il y a la nature, mais le mot sacré m'apparaît primordial pour toutes sortes de raisons, mais plus maintenant que jamais. OK. Entre autres à cause des changements climatiques puis des perturbations écologiques qui font que la planète est en danger. Là, on vit un moment très, très particulièrement difficile avec la COVID, mais c'est un moment qui va se terminer. Que la planète soit malade, ça, c'est indubitable. Je pense, moi, que tenir compte du sacré de la planète comme des choses, comme des êtres, comme des humains, comme des animaux, c'est déjà mettre un genre de baume à ce que l'humanité a fait à la planète depuis 50 ou 100 ans. Mais je vais plus loin parce que le sacré seul suffit pas, bien qu'il soit essentiel. Là. Comme je fais lire à mes étudiants, ils viennent de lire Siddhartha de Hermann Hesse, avec une plongée dans le monde du bouddhisme et de l'hindouisme. Pourquoi? Parce qu'ils ont 20 ans, ils sont brillants, c'est épouvantable, mais la plupart, pour toutes sortes de raisons d'ordre sociétal, n'ont jamais eu contact avec un texte associé au sacré. Ils vont lire bientôt le Tao Te Ching de Lao Tzu. Voici les fondements même du taoïsme, c'est le Tao Te Ching qui a 150 pages. Aïe aïe. Mais le sacré permet de croire à la valeur de la spiritualité. Puis là, je mets des gants un peu blancs là, parce que le monde québécois a coupé de façon radicale avec ses sources religieuses et catholiques depuis plusieurs années. Je n'argumenterai pas sur les conséquences, mais si on perd contact avec la spiritualité du monde, avec le spirituel qui nous entoure, si on cesse d'avoir envie qu'on soit dans un état de spiritualité plus grande quand on est à l'île d'Orléans, ben à un moment donné, comme dit Félix, on va faire 6 centres d'achat puis 85 000 espaces de stationnement, puis là, ben, on s'en sac. Je veux dire, sans sacré, c'est oublier le sacré d'un lieu. Il y a des limites à plus rien faire, mais on sent qu'on est en équilibre harmonieux. Puis après ça, ben, le religieux, avec tout ce que ça comporte de difficultés, est majeur, je pense, pour les groupes. Une société qui perd contact avec ses racines religieuses, avec le religieux du monde, avec la religiosité du monde. Puis là, je ne suis pas en train de faire acte. Je dis à mes étudiants, je ne suis pas en train de vouloir vous convaincre de la valeur du pentecôtisme, là, je veux dire. Mais donc, sacré, spiritualité et religieux sont associables. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai des amis poètes, moi, qui sont des athées, mais qui réussissent à garder pied dans le sacré du monde et qui ont un rapport d'immense spiritualité grâce à la poésie. Je veux dire, c'est là qu'ils s'humanisent. C'est comme ça qu'ils restent humanisés. Mais sinon, les dérives sont immenses. C'est compliqué, mais moi, je pense que, pour moi, la littérature a de la valeur dans la mesure où on y plonge pour sa poéticité, mais parce qu'elle peut avoir valeur sacrée. Puis en même temps, là, je veux dire, ils ont lu Hamlet de Shakespeare. Shakespeare est hallucinant comme auteur, là. C'est un lieu commun. Là. Je veux dire, c'est peut-être le génie anglais, le dramaturge génial. Shakespeare fait rarement allusion au monde du christianisme, à peu près jamais. Mais plonger dans l'univers d'Hamlet ou de Macbeth, on est dedans, là. Bien, on est dans l'univers de l'humanité, dans des zones obscures où Shakespeare est allé, où Dostoïevski est allé, okay. Où, je veux dire, Garcia Marquez est allé. Mais là, on est dans des grandes zones où la littérature en vaut la peine. Pourquoi? Parce que là, on a l'impression qu'ils nous gâtent, là. Ils nous font toucher à des mondes qu'on ne pourrait pas toucher autrement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur, dans ce qui s'en vient dans les prochaines années? Pour moi, personnellement? Pour vous, personnellement, pour votre travail, autant comme médecin que poète, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? J'éprouve une joie folle ces années-ci à enseigner plus que jamais,
parce que je pense que si j'éprouve une joie folle, c'est parce que je ne sais pas si j'ai réussi à aimer avec autant de qualité, mais là, je ne veux pas faire un snap de moi, des êtres qui ont 20-21 ans. J'ai eu 4 enfants, j'espère les avoir aimés assez. Mais là, ces êtres-là, puis là, ça me déprime, là, ils ne sont même plus mes enfants, ils pourraient être mes petits-enfants. Je les aime. J'aime ça, être en situation d'aimer. C'est que ce qui me ferait suer à l'os, c'est d'être coupé de cette possibilité de pouvoir aimer. Tout seul dans une maison, parce qu'il y a une pandémie, en me faisant dire « reste là, puis sors pas, puis fais-toi livrer de la pizza, là, puis après ça, passe ta vie sur le web pendant 1 an et demi. » Non, je regrette. Le danger est trop grave que là, j'ai plus de contact assez d'amour. Mais une fois que j'ai dit ça, je comprends très bien que c'est pas un moment facile. Mais tout est une question d'harmonie avec l'amour qu'on a envie d'éprouver et de donner. Sinon, c'est que ce que je me souhaite, c'est de rester dans cet état-là. C'est que mes étudiants... Puis après ça, moi, je suis un scout dans l'âme. J'ai connu le monde de la forêt à 9 ans. C'est que ce qui a sauvé ma vie depuis 7 mois, c'est d'aller dans le bois le plus souvent possible. En canot, à pied, l'hiver en ski de fond, en speeder sur le fleuve. Mais ce contact premier avec les forces de la nature est quasiment plus fondamental pour moi que le contact heureux ou joyeux avec les forces humaines. Puis j'arrive à faire la distinction. Quand l'humain s'intègre parfaitement dans cette nature qui est la sienne, comme moi, j'ai écrit plein de poèmes où je me sens devenir rivière quand je fais du canot. Elle ne m'appartient pas. Mais pour faire du canot d'un rapide 4, pour ne pas virer fou, là, je veux dire, il faut devenir rivière. Puis si on juge mal la rivière et qu'on n'est pas suffisamment rivière, il ne faut pas surprendre de dessaler. Ce que je retiens de mon entretien avec M. Désy, c'est de voir de quelle manière la nature l'a inspiré pour l'ensemble de ses œuvres. De plus, vous avez pu voir, c'est un grand amoureux de l'île d'Orléans, l'île de Félix, plus particulièrement la pointe d'Argentenay à Saint-François. Vous avez pu voir également un homme d'une grande simplicité et d'un grand humanisme. J'espère que l'émission vous a plu. On se revoit très bientôt.